Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire un truc un petit peu spécial, ça va changer du cours de d'habitude, on va plutôt faire un exercice, un TD sur le ZMP, donc le Zero Moment Point, qui permet en fait de qualifier l'équilibre dynamique d'un robot ou d'un humain. On va essayer de faire ça sur une expérience de coordination posturale chez l'humain. Donc en fait, comment ça va se passer? Je vais d'abord commencer par expliquer un petit peu c'est quoi l'expérience, quelles sont les observations qu'on a. Ensuite, je donnerai quelques valeurs numériques histoire de pouvoir modéliser. Ensuite, vous pourrez mettre pause à la vidéo et essayer de faire de résoudre le problème, l'exercice. Je vous proposerai des étapes, donc vous pourrez regarder les étapes et à la fin des étapes me faire mettre la vidéo en pause parce qu'après il y aura la résolution. Donc étape par étape. Donc tout d'abord la manip. Donc c'est une manip qui a été reprise par Vincent Bonnet dans sa thèse et donc dans l'article qui est ici, de coordination posturale. Donc on a un humain qui est pieds joints, jambes tendues, les mains dans le dos le long du corps, qui doit en fait garder une distance constante entre son visage et une cible qui va bouger, donc qui va s'éloigner de lui. Donc en gros, la cible va s'éloigner et l'humain va devoir s'adapter pour essayer d'être le plus proche possible de la cible. Et en fait, quand on fait des expériences comme ça sur l'humain, on va observer deux types de comportements. Il y a un comportement en basse fréquence, où en fait la hanche et la cheville vont être en phase. Donc quand la cheville va être à son maximum, la hanche va être aussi à son maximum, etc. Quand elles seront à peu près neutres à 0, les deux seront à 0. Et en haute fréquence, donc quand la cible va bouger plus vite, la hanche et la cheville vont entrer en opposition de phase, c'est-à-dire quand l'une sera à son maximum, l'autre sera à son minimum. Donc on va essayer de résoudre ça. Et en fait, l'objectif ici, c'est de démontrer que ce changement, il est principalement dû à la gestion de l'équilibre et donc au zéro moment point. C'est le but du TD. Donc tout d'abord, on va modéliser l'humain ici par un double pendule inverse avec deux masses. Masse M1, masse M2, située à une distance K1 et K2 de l'articulation. D'accord. On va faire quelques petites hypothèses simplificatrices pour bien poser les choses. On va essayer de comprendre ici le principe. Dans la thèse de Bonnet, les hypothèses ne sont pas simplificatrices, on prend des vrais modèles, etc. Mais bon, pour faire simple, ici, on va faire quelques petites hypothèses. On va d'abord supposer que le pied a une masse nulle, on ne devra pas changer grand-chose, mais ça nous simplifiera un petit peu les calculs. Une grosse approximation, une approximation qui simplifie pas mal les calculs, c'est de supposer qu'on a des petits angles, les angles θ et θ1 plus θ2, on va supposer qu'ils sont petits, de telle manière à pouvoir assimiler sinus θ à θ. Un effet de cette approximation va faire que finalement, on va négliger les déplacements verticaux des masses, donc ces déplacements selon la verticale. Donc on va supposer qu'ils n'ont qu'un déplacement horizontal, donc que leur hauteur par rapport au sol est constante. Et on va supposer que la cible en fait va suivre une trajectoire sinusoïdale d'amplitude c. On va définir les longueurs des segments L1 et L2, les masses des segments et KI, les distances par rapport aux repères des segments. Voilà. Donc on va aussi supposer en fait que l'humain quand il fait un mouvement, il va minimiser quelque chose et ici on va supposer que c'est les couples au carré. Ça pourrait être les jerks, donc la dérivée de l'accélération. Ça pourrait être la dérivée des couples au carré. Ici, je choisis de minimiser les couples au carré. Juste pour l'exercice, pour montrer un petit peu l'impact du ZMP sur le comportement. Voilà, quelques petites applications numériques donc, pour les valeurs. Donc, il y aura, on va supposer que l'humain pris en compte fait 80 kg. Alors, par contre, c'est mal passé. Là, c'est l'inertie qui fera 7 pour le bas du corps et 10 pour le haut du corps. Donc 30 kg en bas, 50 kg en haut. On va supposer des distances par rapport à l'origine de chaque fois de 50 cm. Une distance de 1 mètre pour le bas du corps, 80 cm pour le haut. On va supposer que le pied a une dimension de moins 10 cm par rapport à l'axe de rotation de la cheville et plus 20 par rapport, donc toujours au même axe. La gravité à moins de 9,81. Que la cheville est à une distance de 10 cm du pied et on va demander à l'humain de faire une oscillation de 30 cm. Donc plus ou moins 30 cm. Donc voilà,
J'ai posé le problème. Maintenant, ceux qui veulent essayer de le formaliser, d'abord le problème mathématiquement, et de le résoudre, peuvent faire pause et revenir après à la vidéo. Sinon, je vais présenter ici les différentes étapes qu'on va faire pour essayer de reproduire, de démontrer mathématiquement ces deux comportements. Donc tout d'abord, on va commencer par paramétrer les trajectoires articulaires. Ensuite, une fois qu'on aura des paramètres sur les trajectoires, on essaiera de définir quel est l'impact de ces paramètres sur la trajectoire de la tête de l'humain. Ensuite, calculer les efforts dus au mouvement, donc principalement appliqués au centre de masse, quels vont être les couples articulaires, et les ZMP. Donc tout ça, en gros, devra être relié aux paramètres des variables articulaires, des trajectoires articulaires. Une fois qu'on a ça, on pourra créer un problème d'optimisation, essayer de le résoudre, et ensuite avoir conclusion et interprétation. Voilà, donc si vous avez ces étapes-là, si ça vous suffit, vous pouvez faire pause, encore une fois, et parce que là, je vais vraiment faire la résolution. Donc, les trajectoires articulaires, on va faire une hypothèse encore. C'est qu'on va finir des trajectoires θi, donc θ1, θ2. Donc, une constante, A1 ou A2, fois un sinus oméga t, la même fréquence sur les deux articulations. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est si A1 et A2 sont de même signe, on aura les deux articulations qui vont être en phase. Et si A1 et A2 sont de signes opposés, ça veut dire qu'on aura les articulations en opposition de phase. Donc, à la fin du résultat, quand on aura trouvé des valeurs pour A1 et A2, il faudra se rappeler cette petite propriété ici. Donc on va à partir de ces valeurs de A1 et A2 essayer de décrire la trajectoire de la tête en utilisant le modèle géométrique direct. Donc on a la trajectoire de la tête x de t qui va être égal à L1 sinus θ1 plus L2 sinus θ1 plus θ2. Comme on fait l'approximation des petits angles, on va pouvoir dire que θ1, sinus θ1 c'est θ1, et que sinus θ1 plus θ2 c'est θ1 plus θ2. Encore une fois, c'est une approximation, on va supposer qu'elle est valable ici. Donc finalement, comme on a paramétré nos trajectoires, on va pouvoir dire que x, ça va être L1 à 1 sinus oméga t, plus L2 à 1 sinus oméga t, plus A2 sinus 1 oméga t. Et donc tout ça, on va essayer de le mettre un petit peu tout du long, on va essayer de faire ça, de le factoriser ce signal-là, d'avoir une forme en un coefficient A1, un coefficient A2. Donc on va avoir L1 plus L2 A1 plus L2 A2 fois sinus oméga t égale C sinus oméga t. Donc les trajectoires articulaires vont devoir vérifier que la tête va suivre la bonne trajectoire. Donc vu qu'on a sinus oméga t des deux côtés, on peut obtenir la relation qui va relier les paramètres géométriques ici de notre humain, notre robot, notre système, et la consigne désirée. Donc on va avoir une première relation ici à contraindre. Une fois qu'on a ces deux paramètres aussi, on va essayer de calculer les forces qui vont être liées au mouvement. Donc on va calculer la position de la masse 1, donc ça c'est facile, ça va être K1, la distance entre la cheville et le centre de masse, fois sinus oméga t1, enfin sinus t1, approximation des petits angles, K1 t1, donc K1 fois A1 sinus oméga t. Si on veut l'accélération, on va dériver deux fois et on va obtenir que c'est moins K1 à 1 oméga carré sinus oméga t. On va faire pareil pour la masse 2. Donc la masse 2, on a la position de la première articulation, enfin l'articulation de la hanche, plus l'offset. Donc on va avoir L1 sinus θ1, position de la hanche, plus K2 sinus θ1 plus θ2. L'approximation, et on observe pareil l'accélération ici de la deuxième masse. On va obtenir les efforts en disant tout simplement que la force, 1 ou 2, ça va être la masse fois l'accélération. Donc on va essayer de mettre ça sous une forme un petit peu plus compacte. On va utiliser des variables intermédiaires, ce que je recommande régulièrement de faire. Donc on va voir que la force F1, ça va être alpha 1,1 fois 1,1 oméga carré sinus oméga t. Et F2, ça va être alpha 2,1 fois 1,1 plus alpha 2,2 fois 2 oméga carré sinus oméga t. Donc je vais essayer de prendre une notation. En fait, ici j'ai deux indices. Le premier indice correspond à la force ou plus tard au couple. Le deuxième indice correspond à l'articulation. Donc 1 ici. Voilà, donc ces valeurs-là, je les rappellerai à la fin. J'ai une slide où je rappelle toutes ces valeurs à la fin. Mais bon, là c'est assez évident que c'est assez facile à trouver quand même. Voilà, donc maintenant qu'on a ces forces, on va essayer de calculer les couples.
Donc le couple de la hanche, bah, ça va être l'accélération angulaire fois l'inertie, I2 fois θ, la dérivée deuxième de θ1 plus la dérivée deuxième de θ2, moins bah, le bras de levier de la force, moins K2 F2. Ça, on va pouvoir le mettre sous une forme, encore une fois, factorisée par A1 et A2, bêta 2 1 fois 1 plus bêta 2 2 fois A2, le tout oméga carré sinus oméga t. Le même pour la cheville. Donc la cheville, on a l'inertie du corps 1 fois l'accélération, plus le couple 2, moins les deux bras de levier à mettre dessus. On va pouvoir, en développant, on aura cette forme-là qu'on pourra mettre sous une forme bêta 1 A1 plus bêta 1 A2, le tout fois oméga carré sinus oméga t. Donc on a l'expression des deux couples ici en fonction de A1 et A2. Dans les bêtas, on n'a que les paramètres dynamiques du système, du robot ou de l'humain. Donc maintenant, comment on va calculer la position de ce ZMP, donc le zéro moment point. Donc le ZMP, en fait, c'est le point sur la surface de contact où le moment est nul. S'il sort de la surface de contact, bah, on va avoir un déséquilibre. S'il reste dedans, on garantit qu'il y a équilibre. Donc en fait, il y a une formule, hein, c'est moins le couple de la cheville, plus l'effort, on va dire, horizontal, F1, F2, fois la distance, divisé par M1 plus M2 fois G. Donc ici, on a vraiment juste la gravité, parce qu'on a supposé qu'il n'y avait pas de variation de hauteur. Donc tout ça, si on le développe, on va pouvoir le mettre sous une forme delta 1 A1 plus delta 2 A2, oméga carré sinus oméga t. Encore une fois, avec delta 1, delta 2, des paramètres uniquement, qui va dépendre uniquement des paramètres géométriques et dynamiques du système, du robot ou de l'humain. Voilà, donc maintenant qu'on a tout modélisé, on a dit l'humain il essayait de minimiser ses coupes au carré, et il essaye surtout de ne pas tomber. Donc, quelles sont les trajectoires à trouver? En fait, ils vont être la solution d'un problème d'optimisation. Donc, principalement, l'équilibre, bah, si le ZMP sort à un moment, bah, ça veut dire qu'il y aura des équilibres. Donc finalement, on peut ne pas résoudre en temporel, mais raisonner sur les amplitudes, hein, parce que de toute façon, le mouvement est cyclique. Donc finalement, on va essayer de formaliser le problème comme ça. Ça va être minimiser l'amplitude l'amplitude des couples, la somme de l'amplitude des couples au carré, qui va respecter que le ZMP reste dans la surface de support et qui va garantir que la tête suit bien le mouvement. On va essayer de trouver A1 et A2 qui vérifient tout ça. Je rappelle juste les équations pour gamma 1, gamma 2 et ZMP, en fonction des coefficients ici. Des amplitudes. Du coup. Donc, une fois qu'on a ça, en fait, on a un problème qui est plutôt sympathique, vu qu'on a en critère, on a du A1 et du A2 au carré, donc un critère quadratique au carré, des contraintes linéaires, A1, A2, oméga ne change pas pour un instant donné, donc il n'y a pas de problème, et des contraintes égalité linéaires. Donc en fait, ce problème, pour le résoudre, concrètement, on va d'abord regarder si le problème, sans la contrainte inégalité, on va essayer de trouver la solution de ce problème-là. On va regarder ensuite si cette solution-là vérifie les contraintes inégalité. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour l'instant, on va négliger ici cette partie. Donc on va résoudre le problème sans contrainte. Et pour cela, on va utiliser l'égalité pour la position de la tête pour limiter l'espace de recherche, pour le réduire un petit peu. Donc on a une contrainte qui va nous donner que A1 c'est C moins L2 A2 divisé par L1 plus L2. Et du coup là-dedans, on va pouvoir réinjecter la nouvelle valeur de A1 dans le couple, dans les deux couples. Et aussi dans le ZMP d'ailleurs plus tard, mais pour l'instant dans les deux couples. Une fois qu'on a ça, on va essayer de minimiser le critère. Donc quand on a minimisé le critère, ça veut dire que la dérivée du critère s'annule pour ces paramètres. Ici on n'a plus qu'un paramètre. Donc on va regarder la dérivée du critère par rapport à A2 est égale à 0. Pour quelle valeur de A2 on a ça? En fait, si on calcule cette dérivée-là, on se rend compte que ça revient à résoudre que gamma 1 plus gamma 2 égale 0 au niveau des amplitudes. Du coup, si on écrit les valeurs de gamma 1 et gamma 2, on va avoir une relation avec que du A2 qu'on va pouvoir résoudre. A2, ça va être égal à toute cette formule ici. Donc bêta 1 1 plus bêta 2 1 fois C, divisé par bêta 1 plus bêta 2 1 fois L2, plus bêta 1 2
plus le tout, enfin plus bêta 1, 2, plus bêta 2, 2 le tout fois L1 plus L2. Et du coup, une fois qu'on aura A2, on pourra calculer A1 avec l'équation d'avant. Donc ça, c'est quand on est sans contrainte. Donc à partir de là, on peut trouver un optimal. D'ailleurs, on regarde ici que nulle part on apparaît la pulsation. Donc finalement, l'optimal, c'est toujours la même valeur de 1 et 1, 2, quelle que soit la pulsation. Donc ici, on a trouvé A1 égale 0,7, 0,76 et A2 à peu près égal à 0,20. Donc on est bien on va bien voir les deux articulations en phase. L'amplitude du ZMP quand on va remplacer sera de l'ordre de à peu près 0,3 fois oméga carré. Et ça doit être inférieur à 0,1. Pourquoi 0,1 ? C'est la borne la plus restrictive pour le pi. Et donc, ça va nous donner une contrainte sur oméga, c'est-à-dire qu'on a dit que l'équilibre sera respecté tant que oméga sera inférieur à 1,9 radians, donc à peu près à 0,3 Hz. Dans les travaux de Bonnet, on est plutôt sur du 0,4. Nous, on a fait une grosse approximation. Pareil, les inerties, les centres de masse, les masses, etc. Je les ai donnés un peu grossièrement. Donc du 0,3, on est quand même plutôt pas mal. Donc ça veut dire que si la pulsation elle augmente au-dessus de 0,3, on va être en déséquilibre. Donc la ZMP va devoir être prise en compte. En dessous de 0,3, on a toujours l'optimal pour ces deux coefs. Donc quand la fréquence elle devient supérieure à 0,3, l'équilibre il est plus respecté. Et en fait, la solution du problème d'optimisation, elle va se trouver à la limite de l'espace faisable. Donc en fait, sur la contrainte, inégalité. Donc à la limite entre l'espace où la contrainte est respectée et l'espace où la contrainte n'est pas respectée. Donc vraiment, on a encore un sous-espace à trouver. Donc finalement, en fait, ce ZMP, vu qu'il va être la solution va être sur l'espace, il faut trouver les valeurs de A1 et A2 qui vont nous imposer d'être à 0,1. Parce qu'on a le pied qui fait moins 0,1 plus 0,2, donc c'est le min de moins 0,1, c'est bien 0,1. Auquel on va ajouter la contrainte de la position de la tête, donc pour que la tête suive la cible. Et donc on peut mettre la solution du problème d'optimisation sous une forme matricielle, avec A1, A2, ici que des coefs liés à la dynamique du système, aux propriétés dynamiques et géométriques, et ici uniquement des propriétés de ce qu'on veut avoir, c'est-à-dire l'amplitude de la tête et la pulsation. Donc ce problème-là, il se résout assez bien. On a un 2, on inverse la petite matrice de 2 et on a la solution. Et en fait, pour plusieurs fréquences, on va obtenir plusieurs valeurs. Donc ici 0,3, donc c'est vraiment la limite. On voit ici qu'on est encore en phase. Par contre, dès qu'on augmente, on voit bien ici qu'on a A1 qui devient négatif et A2 qui reste positif. Donc on va basculer en opposition de phase. Comme ce que démontre l'expérience en fait. Donc avec cette petite étude du ZMP ici, on a démontré les deux comportements. Un comportement où en dessous de 0,305 Hz, la hanche et la cheville vont être en phase pour permettre de suivre la cible. Et un comportement au-dessus de 0,305 Hz où la hanche et la cheville sont en opposition de phase pour permettre de suivre la cible. Ici, un petit rappel des équations que j'ai utilisées. Si vous parcourez les slides, vous arriverez à les démontrer assez facilement. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'espère que ce petit exercice, petit exemple a été à peu près clair. Puis je vais vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.